Mon fils a oublié de raccrocher le téléphone et j'ai entendu son plan pour m'effacer de sa vie. C'était un après-midi d'automne quand j'ai appelé Miguel pour confirmer le dîner du dimanche. Après avoir parlé quelques minutes, il a dit qu'il devait répondre à la porte, mais il n'a jamais raccroché. Pendant que j'attendais, j'ai entendu sa femme Claudia entrer dans la pièce. « C'était encore ta mère ?» demanda-t-elle avec ce ton qu'elle utilisait toujours en parlant de moi, comme si mon nom avait un mauvais goût dans sa bouche. « Oui, elle voulait confirmer pour dimanche », répondit Miguel, sa voix résonnant faiblement à travers le téléphone. « Quand est-ce qu'on va lui dire qu'on ne veut plus qu'elle vienne ? Je ne supporte plus ces dîners interminables avec ces histoires ennuyeuses et ces commentaires sur notre façon d'élever les enfants. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai serré le téléphone contre mon oreille, incapable de croire ce que j'entendais. « Je sais, dit Miguel avec un soupir. « C'est compliqué. C'est ma mère. Elle est insupportable, c'est tout, » répliqua Claudia. « Et les enfants apprennent à ne pas respecter les règles parce qu'elle les gâte toujours. En plus, maintenant qu'on a acheté une maison plus grande, je ne veux pas qu'elle vienne critiquer ma décoration ou proposer des changements comme si c'était encore chez elle. » Je suis resté figé, les larmes me montant aux yeux. Mon propre fils pensait que j'étais insupportable. « Tu as raison, » répondit Miguel, à ma totale surprise. « Bon, on devrait simplement lui dire qu'on est occupé dorénavant. On peut se voir pour des occasions spéciales, mais ces dîners chaque semaine, c'est trop. »« Enfin, tu comprends, » dit Claudia, sa voix pleine de satisfaction. « Alors, tu lui diras ce dimanche. » Je suppose que oui. Il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de choses. Et pour la maison de vacances ? Tu crois qu'on pourrait la convaincre de nous la laisser ? Après tout, elle vit seule dans cet appartement et nous, on pourrait beaucoup plus en profiter avec les enfants. J'ai eu l'impression qu'on venait de me gifler. La maison de vacances à Val de Bravo avait été achetée avec toutes mes économies après la mort de Roberto, mon mari. C'était mon refuge, mon sanctuaire, et maintenant il voulait aussi me l'enlever. Bon, on pourrait lui dire qu'il vaut mieux que la propriété reste dans la famille, suggéra Miguel. Comme ça, les enfants pourraient en profiter. À son âge, a-t-elle vraiment besoin d'une maison si grande juste pour elle ? À 65 ans, apparemment, je ne méritais plus ni possession ni dignité. Je tremblais en entendant mon unique fils planifier comment m'exclure de sa vie et me prendre ma propriété, tout ça dans une seule conversation. Bon, on pourrait peut-être lui suggérer de nous la laisser dans son testament, mais qu'en attendant, elle nous laisse l'utiliser quand on veut, continua Claudia. Bonne idée. On lui dira que c'est pour les enfants. Elle a toujours été faible quand il s'agit de ses petits-enfants. J'ai entendu le bruit d'un baiser, puis Claudia a dit « C'est pour ça que je t'aime. » Tu trouves toujours une solution. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit fort à travers le téléphone, comme si quelqu'un avait repris le combiné. « Maman, tu es toujours là. » La voix de Miguel sonnait soudainement inquiète. J'ai raccroché sans dire un mot. Les larmes coulaient sur mes joues pendant que mon monde s'effondrait autour de moi. Pendant 35 ans, j'avais consacré ma vie à mon fils. Après la mort de Roberto, quand Miguel n'avait que 10 ans, j'avais travaillé à 2 emplois pour qu'il ne manque jamais de rien. J'ai sacrifié mon temps, mon argent et mes propres besoins pour lui donner une bonne éducation et toutes les opportunités possibles. Et maintenant, après tout ça, ma présence était une gêne, mes opinions étaient insupportables. Mon propre fils planifiait de m'éliminer peu à peu de sa vie tout en convoitant ma maison. Je suis resté assise en silence dans mon salon pendant des heures, laissant la nuit tomber autour de moi sans allumer la lumière. Le téléphone a sonné plusieurs fois. C'était sûrement Miguel, inquiet de ce que j'avais pu entendre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai commencé à penser, s'ils voulaient m'effacer de leur vie, peut-être que je devrais leur faciliter la tâche, mais à ma manière, pas à la leur. Je ne resterai pas pour être mise de côté lentement, pour voir comment on m'exclurait des événements familiaux ou comment on me manipulerait pour me faire renoncer à mes biens. Non, s'ils voulaient que je disparaisse, alors je disparaîtrais, mais avant je m'assurerais de protéger ce qui m'appartient et de préserver ma dignité. Cette nuit-là, alors que les appels de Miguel restaient sans réponse, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Ils voulaient m'effacer. Je leur montrerai exactement ce que ça fait de perdre quelqu'un. J'ai ouvert mon carnet de contacts et cherché un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années, celui de Manuel Salazar, l'avocat qui avait géré les affaires de Roberto après sa mort. Il était tard, mais ça ne pouvait pas attendre. Les doigts tremblants,
j'ai composé son numéro. Manuel, c'est Carmen Velasco. J'ai besoin de ton aide d'urgence. C'est à propos de ma maison à Val de Bravo et de mon testament. Je veux faire quelques changements immédiatement. Le lendemain soir, j'ai enfin répondu aux appels de Miguel. Sa voix sonnait tendue, inquiète. Maman, ça va? Je t'ai appelé au moins 20 fois. Je vais bien, Miguel, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas, j'étais juste occupé. Mais tu es sûr? Je crois que le téléphone n'a pas été raccroché hier et je m'inquiétais que tu aies pu entendre. Je l'ai interrompu, surprise par la froideur de mon propre ton. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je n'ai rien entendu d'important. Le soupir de soulagement qu'il poussa fut comme un nouveau coup de poignard dans mon cœur. Bien, bien. Alors tu viendras dimanche, hein? Les enfants demandent après toi. Les enfants, mes petits-enfants, Anna et Diego, 8 et 6 ans, le seul lien sincère qu'il me restait avec cette famille qui ne voulait plus de moi. Bien sûr, répondis-je. Je serai là. Les jours suivants, je me suis consacré à tout planifier méticuleusement. Manuel, mon avocat, était venu chez moi dès le lendemain matin. Je lui ai expliqué la situation sans exagération. Juste les faits. Je veux protéger mes biens, surtout la maison à Val de Bravo, lui ai-je dit pendant qu'on passait en revue les documents sur ma table de cuisine. Et je veux le faire de façon à ce que mon fils et sa femme ne puissent pas me manipuler pour m'en faire renoncer. Manuel hocha la tête. Son expression mélangeait compréhension et tristesse. Je comprends, Carmen. Il y a plusieurs options possibles. Il m'a parlé de fiducies irrévocables, de donations avec réserve d'usufruit et d'autres dispositifs légaux que je comprenais à peine à ce moment-là. Mais le message principal était clair, je pouvais protéger mes biens, même de ma propre famille. Je veux aussi mettre à jour mon testament, ajoutai-je avec une voix plus ferme. Et j'ai besoin d'informations pour vendre rapidement mon appartement. Le visage de Manuel devint plus sérieux. Carmen, es-tu sûre? Ce sont des décisions importantes qui vont changer ta vie. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, répondis-je. Le dimanche arriva beaucoup trop vite. Je suis arrivé chez Miguel et Claudia à 14 heures précises avec des cadeaux pour mes petits-enfants et une bouteille de vin pour le repas. La maison était exactement comme Claudia l'avait décrite, grande, ostentatoire, dans l'un des quartiers les plus chers de Mexico. Une maison que mon fils n'aurait jamais pu acheter avec son salaire de directeur de banque sans l'aide que je leur avais donnée pour l'apport, il y a à peine un an. Mamie, crièrent Anna et Diego en courant vers moi dès que je franchis la porte. Je les ai serrés fort, respirant l'odeur de leurs cheveux, gravant dans ma mémoire la sensation de leurs petits bras autour de mon cou. Je vous ai apporté quelque chose, dis-je en leur donnant les paquets que j'avais choisis avec soin. Merci, mamie, s'exclamèrent-ils en déchirant le papier avec enthousiasme. Claudia apparut dans le vestibule, son sourire aussi faux que le collier de perles qu'elle portait. Carmen, je suis contente que tu aies pu venir, dit-elle en m'embrassant sur les deux joues sans vraiment s'approcher. J'espère que tu n'as pas encore apporté des bonbons. On essaie de limiter le sucre pour les enfants. Voilà la première critique du jour. J'étais dans la maison depuis à peine 2 minutes. Seulement des jouets éducatifs cette fois, répondis-je avec un sourire tout aussi faux. Miguel apparut derrière sa femme, l'air coupable et nerveux. Maman, je suis content que tu sois venue, dit-il en me faisant une brève étreinte. J'ai remarqué qu'il évitait mon regard. Le repas se déroula avec la tension habituelle, mais cette fois, j'étais plus attentive à chaque échange de regards entre Miguel et Claudia, à chaque commentaire subtilement critique sur mon apparence, mes opinions ou ma manière de parler aux enfants. Anna, assieds-toi bien, s'il te plaît, dit Claudia quand ma petite fille se pencha pour me montrer son dessin. Laisse-la, elle est juste excitée, intervins-je aussitôt. Le regard que Claudia lança à Miguel ne m'échappa pas. C'était celui qui disait, tu vois. Quand nous servions le dessert, Miguel parla enfin. Maman, il y a quelque chose dont nous voulions te parler. C'était là que venait le discours qu'ils avaient répété pour m'exclure de leur vie. J'ai gardé mon visage neutre en coupant un morceau de gâteau. Nous pensions à la maison de Val de Bravo, continua-t-il. Tu sais que les enfants adorent y aller, et avec nos emplois très chargés, ce serait merveilleux de pouvoir l'utiliser plus souvent pour des escapades en famille. Je comprends, dis-je simplement, observant comment ils échangeaient un regard surpris face à mon absence de résistance. Nous pensions que peut-être tu pourrais envisager, je ne sais pas,
de nous laisser l'utiliser quand on veut, suggéra Miguel. Vous-même. Ce n'est pas qu'on veuille te presser à prendre une décision sur ton héritage, mais... Claudia, toujours plus directe, l'interrompit. Ce que Miguel essaie de dire, c'est qu'il serait plus logique que la maison reste entre les mains de ceux qui peuvent vraiment en profiter. Les enfants méritent de grandir avec cet espace, ces expériences. Je posai ma fourchette à côté de mon assiette et les regardai tous les deux. Et moi, je ne mérite pas d'en profiter, demandai-je doucement. Miguel se tortilla sur sa chaise. Ce n'est pas ça, maman. On pense juste qu'à ton âge, entretenir une propriété si grande doit être compliqué et coûteux. Mon âge. Répétai-je. L'intéressant que tu le mentionnes. Diego, sans se rendre compte de la tension, s'approcha de moi avec son nouveau jouet. Mamie, quand est-ce qu'on peut aller à ta maison du lac? J'aime nager là-bas. Avant que je puisse répondre, Claudia intervint. Bientôt, mon chéri. En fait, on parlait justement avec mamie de passer plus de temps là-bas en famille. La façon dont elle avait dit « en famille » montrait clairement que je n'étais pas incluse dans cette définition. On verra, mon amour, dis-je à Diego en lui caressant la tête. Puis, je regardai directement mon fils et sa femme. Je dois y réfléchir. C'est une décision importante. Le visage de Claudia se crispa visiblement. Elle n'obtenait pas la soumission immédiate qu'elle espérait. Le reste de l'après-midi se passa dans une étrange danse de tension silencieuse. J'ai joué avec mes petits-enfants en sachant que chaque moment était précieux. Quand il fut l'heure de partir, j'ai serré Anna et Diego plus fort que d'habitude. « Mamie, tu viendras dimanche prochain aussi ?» demanda Anna. « Peut-être, mon trésor » répondis-je avec un nœud dans la gorge. « Je t'appellerai, d'accord ?» Miguel m'accompagna jusqu'à la porte tandis que Claudia restait à l'intérieur, apparemment occupée avec les enfants. « Maman, à propos de la maison. » Commença-t-il. Je levai la main pour l'arrêter. « Ne parlons pas de ça maintenant, Miguel. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Bien, dit-il rapidement, soulagé de reporter la conversation. « Je t'appellerai dans la semaine. » Il m'embrassa sur la jouée. Pendant un instant, je vis l'enfant que j'avais élevé, le fils que j'avais aimé inconditionnellement. Mais cet enfant n'existait plus. À sa place, il y avait un homme prêt à effacer sa mère de sa vie par commodité. « Adieu, mon fils » dis-je doucement, sachant que ces mots avaient un sens qu'il ne comprenait pas encore. Alors que mon taxi s'éloignait, je regardais par la vitre arrière la grande maison qui symbolisait tout ce que mon fils valorisait désormais, apparence, possession, statut. Et moi, je ne faisais pas partie de cette image. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai commencé à passer des appels. Le premier fut à ma sœur Lucia, à Mérida, avec qui j'avais repris contact récemment après des années de distance. « Mais tu es absolument sûr de ça, Carmen ?» demanda-t-elle après avoir entendu mon plan. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie » répondis-je, reprenant les mêmes mots que j'avais dit à Manuel. « Je n'ai plus ma place ici et je ne resterai pas pour voir comment on m'efface petit à petit. » Ensuite, j'appelai ma meilleure amie, Margarita, la seule personne, en dehors de Manuel, qui saurait exactement où je serai. « Je serai prête à t'aider quand tu voudras » me rassura-t-elle. « Dis-moi juste quand. » Le dernier appel fut le plus difficile. Je contactai Javier, le gardien de la maison aval de Bravo, un homme loyal qui avait pris soin de la propriété pendant des années. « Madame Carmen, vous pouvez compter sur moi » dit-il fermement après que je lui eus expliqué ce que je voulais. « Je m'occuperai de tout exactement comme vous le dites. » À chaque appel, à chaque plan mis en place, je sentais qu'une partie de mon ancien moi disparaissait. La mère dévouée qui mettait toujours son fils en premier mourait. À sa place naissait une femme qui, enfin, se mettait elle-même en priorité. Le plan était lancé. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour disparaître. La semaine suivante passa dans un tourbillon d'activités. Manuel accéléra toutes les démarches légales avec une efficacité impressionnante. Mon testament fut modifié. Je créai un trust pour mes petits-enfants, qu'ils ne pourraient recevoir qu'à leurs 25 ans, et je plaçai la maison de Val de Bravo dans un trust irrévocable qui me garantissait le contrôle total durant ma vie. Avec ça, personne ne pourra te forcer à céder la propriété, m'expliqua Manuel pendant que je signais les documents. Même toi, tu ne pourrais plus la transférer maintenant, même si tu le voulais.
Je contactai aussi discrètement une agence immobilière pour vendre mon appartement. À ma surprise, je reçus une offre en liquide 2 jours plus tard. L'acheteur, un cadre étranger qui venait d'arriver en ville, était prêt à conclure rapidement et à payer un prix correct. Miguel m'appela 3 fois pendant ces jours-là. Les 2 premières fois, je laissais sonner jusqu'à ce que ça passe en messagerie vocale. Ces messages étaient de plus en plus insistants, demandant si j'avais réfléchi pour la maison. La 3e fois, je décrochai enfin. « Maman, on peut se voir pour prendre un café demain ? Il y a des choses que je veux discuter avec toi, dit-il sans même demander comment j'allais. « Désolé, Miguel, je suis très occupé ces jours-ci, répondis-je. Occupé avec quoi ? Son ton incrédule confirmait ce que je savais déjà, dans son esprit, une veuve de 65 ans n'avait rien d'important à faire. Des affaires personnelles, répondis-je vaguement. Peut-être la semaine prochaine. C'est à propos de la maison, maman. Claudia et moi avons pensé que... Miguel, l'interrompis-je fermement, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, respecte ça. Le silence à l'autre bout de la ligne montrait sa surprise face à mon ton inhabituellement ferme. D'accord, maman, dit-il finalement. Préviens-moi juste quand on pourra en parler. Oui. 2 jours plus tard, je finissais de préparer quelques cartons quand la sonnette de mon appartement retentit. En ouvrant, je me retrouvai face à Claudia. Carmen, dit-elle avec ce sourire forcé qu'elle avait toujours avec moi. J'espère que je ne te dérange pas. Je peux entrer ? Sans attendre de réponse, elle entra dans l'appartement, ses yeux inspectant aussitôt l'intérieur. Je vis comment elle observait les cartons empilés dans un coin. « Tu fais un grand ménage de printemps ?» demanda-t-elle en désignant les cartons. « Plus ou moins », répondis-je sans donner plus de détails. « À quoi dois-je ta visite, Claudia ? Tu viens rarement me voir seule. » Elle s'assit sur mon canapé sans y avoir été invitée, posant à côté d'elle son sac de marque. « Eh bien, Miguel et moi sommes inquiets. Tu es distante depuis dimanche dernier. Miguel pense que peut-être notre conversation sur la maison t'a contrarié. Et toi, qu'en penses-tu ? demandai-je en m'asseyant en face d'elle. Claudia redressa le dos, se préparant visiblement au discours qu'elle avait préparé. Je pense que peut-être tu n'as pas bien compris ce qu'on proposait. On ne veut rien t'enlever, Carmen. On pense juste que ce serait plus pratique pour tout le monde si la maison était plus disponible pour nous. Les enfants l'adorent et toi, tu n'y vas que 4 ou 5 fois par an. J'ai parfaitement compris, répondis-je calmement. Vous voulez que je vous cède le contrôle de ma propriété parce que vous pensez qu'à mon âge, je n'en ai plus autant besoin que vous. Claudia eut la décence de rougir légèrement, mais elle se reprit vite. Ce n'est pas seulement ça, Carmen. On pense aussi à ton bien-être. Entretenir cette maison coûte cher et demande beaucoup. Ne vaudrait-il pas mieux que cet argent serve à ton confort ? Ou mieux encore, que la propriété soit préservée pour tes petits-enfants au lieu. Elle laissa sa phrase en suspens. Au lieu de quoi, Claudia ? Que je la vende à des étrangers ? Ou tu as peur que je trouve un nouveau compagnon et que je décide de lui laisser quelque chose ? Ses yeux se plissèrent un instant, signe que j'avais visé juste. Il ne s'agissait pas seulement de vouloir utiliser la maison, il craignait que ce bien précieux leur échappe. Bien sûr que non, Carmen. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi et pour la famille. La famille, répétai-je en goûtant l'ironie du mot. Tu sais ce qui est drôle, Claudia ? Quand tu dis famille, tu ne m'inclus pas. Ce n'est pas. Ne m'interromps pas, s'il te plaît, dis-je avec une fermeté qui la surprit. J'ai beaucoup réfléchi à ma place dans cette famille, et j'ai remarqué comment, petit à petit, on m'a exclu des décisions, des événements, des célébrations. Comment mes avis sur mes propres petits-enfants sont ignorés. Comment mes visites sont tolérées plutôt qu'accueillies. Claudia ouvrit la bouche pour protester, mais la referma aussitôt, incapable de nier l'évidence. Carmen, je crois que tu exagères. Elle a toujours été la bienvenue dans notre maison, vraiment. Alors, je suppose que j'imagine des choses quand j'entends que je suis insupportable et que mes visites sont de trop. La couleur quitta le visage de Claudia. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je me levai et marchai lentement vers elle, gardant volontairement ma voix calme. Miguel a oublié de raccrocher le téléphone, Claudia. J'ai entendu toute votre conversation sur la façon dont vous voulez vous débarrasser de moi,
sur comment vous prévoyez de me prendre ma maison, sur le fait que vous me considérez comme un fardeau. Claudia se leva brusquement, son visage une véritable masque de panique mal cachée. Carmen, je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais ne m'insulte pas, s'il te plaît. Je l'ai tout entendu, mot pour mot, la coupé-je. Et le plus douloureux, Claudia, ce n'était pas tes commentaires, mais d'entendre mon propre fils être d'accord avec toi. Claudia attrapa son sac, ses mains tremblant légèrement. Je dois parler avec Miguel. C'est un malentendu. Bien sûr que c'en est un, répondis-je avec un triste sourire. C'est toujours le cas. Avant qu'elle n'atteigne la porte, j'ajoutai. Une chose encore, Claudia, la prochaine fois que tu veux discuter de ma maison, de mes biens ou de ma place dans la famille, aie la décence de le faire en face, pas dans mon dos. Dès que Claudia fut partie, mon téléphone se mit à sonner. C'était Miguel, comme je m'y attendais. Je laissai l'appel aller sur messagerie, puis un autre, et encore un autre. Finalement, un message. Maman, s'il te plaît, réponds. Il faut qu'on parle. Claudia m'a dit ce qui s'est passé. Je peux tout expliquer. Je répondis simplement. Il n'y a rien à expliquer. J'ai tout entendu. Moins d'une heure plus tard, Miguel frappait à ma porte. Cette fois, je décidai de l'affronter. En ouvrant, je vis mon fils, le visage pâle, les traits tirés. Maman, commença-t-il d'une voix brisée. Je ne sais pas exactement ce que tu as entendu, mais ce n'est pas ce que tu crois. Entre, dis-je simplement en lui tournant le dos. Comme Claudia, ses yeux remarquèrent immédiatement les cartons. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu emballes tes affaires? Assieds-toi, Miguel, répondis-je en ignorant sa question. Il s'assit au même endroit où Claudia s'était tenue plus tôt, me regardant avec un mélange de confusion et de peur. J'ai entendu toute la conversation entre toi et Claudia après que tu sois soi-disant allé ouvrir la porte, commençai-je sans détour. J'ai entendu comment vous vous plaignez de moi, comment vous planifiez de me dire que vous ne vouliez plus que je vienne à vos dîners familiaux, comment vous vouliez me prendre ma maison à Val-de-Bravo. Maman, non. Je n'ai pas terminé, l'interrompis-je. Le plus douloureux, Miguel, c'était de t'entendre être d'accord avec elle, de t'entendre dire que je suis de trop, que mes visites sont un fardeau, qu'à mon âge, je n'ai plus besoin d'une maison comme ça. Miguel baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. C'était juste une conversation, maman. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont frustrés. Et tu étais frustré par quoi? Parce que ta mère veut faire partie de ta vie? Parce que je veux voir grandir mes petits-enfants? Ce n'est pas ça, insista-t-il, mais sa voix manquait de conviction. C'est juste que les choses changent, les familles évoluent. Claudia et moi avons nos propres vies, nos propres façons de faire. Et je n'y ai pas ma place, complétai-je pour lui. Miguel ne nia pas, ce qui fut sans doute la confirmation la plus douloureuse. Alors, dis-je en redressant les épaules, j'ai pris une décision. Je vais vous faciliter les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si ma présence est si gênante, si mes opinions sont si insupportables, si la seule chose que vous appréciez chez moi, c'est ce que vous pouvez obtenir matériellement, alors il n'y a aucune raison que je continue à faire semblant. Maman, tu exagères. Personne ne veut que tu disparaisses. Non, parce que c'est exactement ce que j'ai entendu, que vous voulez me limiter aux occasions spéciales, que vous ne voulez plus de mes visites hebdomadaires, que vous voulez ma maison. Ça ressemble beaucoup à vouloir que je disparaisse, du moins la version de moi qui a ses propres opinions et des biens que vous convoitez. Miguel passa ses mains dans ses cheveux, clairement frustré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Qu'à parfois, Claudia trouve tes visites stressantes? Oui, c'est vrai. Que parfois, tes commentaires sur notre façon d'élever les enfants nous agacent. Oui, c'est vrai aussi. Nous sommes des adultes qui essayons de vivre nos vies, et moi, je suis juste une vieille qui s'en mêle? Complétai-je encore. Ne mets pas de mots dans ma bouche. S'exclama-t-il en se levant. C'est exactement ce que je veux dire, tu déformes toujours les choses pour te faire passer pour la victime. Ces mots furent le coup final, le dernier clou dans le cercueil. Mon propre fils, que j'avais élevé seul après la mort de son père, à qui j'avais tout donné, me voyait maintenant comme une manipulatrice qui jouait la victime. Je pense que tu devrais partir, Miguel, dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Maman, non. J'ai assez entendu. S'il te plaît,
part. Miguel se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il en regardant encore les cartons. Je le regardai droit dans les yeux, sachant que ce serait peut-être la dernière fois. « Je vais faire ce que vous voulez, Miguel. Je vais disparaître. » Les 48 heures suivantes furent un tourbillon. Je dormis à peine, concentré sur l'exécution de chaque étape de mon plan avec précision. Le temps était essentiel maintenant que j'avais confronté Miguel et Claudia. Le lendemain matin, je signai les documents de vente de mon appartement. L'acheteur, pressé de conclure, accepta toutes mes conditions, y compris un court délai pour libérer les lieux. L'argent serait transféré directement sur un nouveau compte bancaire que Manuel avait ouvert pour moi dans une autre banque, à laquelle Miguel n'avait ni accès ni connaissance. « Tu es absolument sûr de toi, Carmen » demanda Manuel pendant que nous finalisions l'accord. « Plus sûr que jamais » répondis-je en signant le dernier document d'une main ferme. Cet après-midi-là, Margarita, mon amie de toujours, vint avec plusieurs valises vides. « On commence par l'essentiel » dit-elle en regardant autour de l'appartement. Vêtements, documents, bijoux, médicaments, photos. Pendant des heures, nous avons soigneusement choisi ce que j'emporterais et ce que je laisserais. Chaque objet devait être évalué non seulement pour sa valeur sentimentale ou pratique, mais aussi pour son poids et sa taille. Ma nouvelle vie nécessitait de la mobilité, du moins au début. « Et le reste » demanda Margarita en montrant les meubles et les objets que je ne pourrais pas emporter. « La plupart ira dans un garde-meuble » expliquai-je. « Ce que je ne peux pas garder sera donné. Rien pour Miguel, sauf ce que j'ai spécifiquement prévu pour lui. » Miguel continua à appeler sans relâche. Ses messages passaient de l'inquiétude à des excuses superficielles, puis à la frustration. « Maman, s'il te plaît, réponds. Je m'inquiète pour toi. Désolé si on t'a blessé, ce n'était pas notre intention. Tu ne peux pas juste disparaître. On doit parler. Les enfants demandent après toi. Qu'est-ce que je suis censé leur dire ?» Ce dernier message faillit me faire flancher. Mes petits-enfants allaient terriblement me manquer. Mais je me rappelais que Miguel et Claudia limitaient déjà mon contact avec eux, les utilisant comme pions dans leur jeu de contrôle. Non. Je ne reviendrai pas en arrière. Le 3e jour, alors que presque tout était emballé, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Je répondis avec prudence. « Madame Carmen Velasco » demanda une voix féminine. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de l'école Nuevo Horizonte. Nous sommes les enseignants d'Anna et Diego. Votre fils Miguel nous a autorisés à vous contacter directement. » Mon cœur se serra. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants? Ils vont bien? Oui, madame, ils vont parfaitement. C'est juste que, eh bien, votre fils nous a demandé de vous appeler pour que vous reconsidériez votre décision. Il dit que les enfants sont très tristes et pensent que vous ne voulez plus les voir. La manipulation était tellement évidente que j'ai failli rire. Miguel utilisait les enseignants de mes petits-enfants pour me mettre la pression, sûrement après que Claudia ait suggéré cette idée. Merci de votre appel, répondis-je fermement, mais je vous assure que le bien-être émotionnel de mes petits-enfants est ma principale préoccupation. Ce qui se passe est une affaire familiale privée et je vous demanderai de ne pas vous en mêler. Mais, madame, les enfants? Les enfants sont manipulés par leurs parents, la coupai-je. Je vous suggère, en tant qu'éducatrice, de réfléchir à l'opportunité de cet appel. Je raccrochai, tremblante d'indignation. Cela confirmait que j'avais pris la bonne décision. Miguel et Claudia étaient prêts à utiliser même leurs propres enfants pour me manipuler. Ils n'avaient aucune limite. Ce soir-là, je reçus un appel de Javier, le gardien de la maison aval de Bravo. Madame Carmen, comme vous m'aviez prévenu, votre fils et votre belle-fille sont arrivés aujourd'hui à la maison. Ils ont dit que vous leur aviez donné la permission d'y passer le week-end. Merci de m'avoir prévenu, Javier. As-tu suivi mes instructions? Oui, madame. Je leur ai dit que je n'avais pas l'autorisation de les laisser entrer sans votre accord direct. Ils ont insisté assez fortement, surtout madame Claudia. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Claudia, indignée, exigeant d'entrer dans sa maison de week-end. Miguel essayant d'arranger les choses, mais tout aussi frustré. Parfait, Javier. Tenez-moi au courant s'ils reviennent ou s'ils tentent autre chose. Bien sûr, madame. Et, puis-je vous demander? Vous êtes sûr de tout ça?
Totalement sûr, Javier. Merci pour votre loyauté. Le lendemain matin, je reçus l'appel que j'attendais. Miguel, furieux. Tu as dit à Javier de ne pas nous laisser entrer dans la maison. Exigea-t-il sans même dire bonjour. Bonjour à toi aussi, mon fils, répondis-je calmement. Maman, c'est ridicule. Nous sommes allés jusqu'à Val de Bravo et ton employé nous a traités comme des intrus. Vous êtes des intrus, Miguel. Vous n'aviez pas mon autorisation pour utiliser la maison. On a toujours utilisé cette maison. C'est la maison familiale. Je pris une grande inspiration avant de répondre. Non, Miguel. C'est ma maison, achetée avec MON argent, entretenue avec MON argent. Et puisque j'ai récemment découvert que vous prévoyez de me la prendre, j'ai pris des précautions pour protéger ce qui m'appartient. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. De quoi tu parles, demanda-t-il finalement, la voix plus prudente. Je parle du fait que la maison est maintenant dans un trust irrévocable. Elle ne peut pas être transférée, vendue ou donnée, même si je le voulais. Elle est légalement protégée. Quoi? Quand as-tu fait ça? Ça ne te regarde pas, Miguel. L'important, c'est que la maison restera à moi tant que je vivrai. C'est de la folie. Explosa-t-il. Tout ça parce que tu as entendu une partie d'une conversation privée et que tu l'as mal interprétée. Je n'ai rien mal interprété, et vos actions depuis n'ont fait que confirmer ce que j'ai entendu. Miguel baissa d'un ton, prenant cette voix de banquier que je connaissais, celle qu'il utilisait pour manipuler une situation. Maman, je crois que tu as besoin d'aide. Tu agis de façon irrationnelle, tu prends des décisions financières imprudentes, tu te méfies de ta propre famille. Ce n'est pas normal. L'insinuation était claire, il préparait le terrain pour remettre en question ma santé mentale, probablement dans l'espoir d'annuler mes décisions légales. Comme c'est pratique, Miguel. Quand je protège mes intérêts, soudainement je suis mentalement instable. Mais quand je vous donnais de l'argent pour l'apport de votre maison ou que je gardais les enfants dès que vous en aviez besoin, là, j'étais parfaitement lucide. Ce n'est pas ça, maman. On est juste inquiet. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche maintenant. J'ai pris ma décision. Quelle décision? De quoi tu parles? Je regardais autour de mon appartement presque vide, les cartons prêts, les valises fermées. Tu le sauras bientôt, répondis-je, puis je raccrochai. Cet après-midi-là, je retrouvai enfin mes petits-enfants. J'avais convenu avec l'école de les récupérer directement, grâce à l'autorisation que j'avais toujours en tant que grand-mère inscrite dans leur dossier. « Mamie !» s'exclamèrent-ils en courant dans mes bras. « Mes amours !» dis-je en les serrant fort. « J'ai une surprise pour vous. » Je les emmenai dans leur glacier préféré. Pendant qu'ils savouraient leur glace, ils me regardaient avec ces yeux innocents que j'aimais tant. « Mamie, pourquoi papa et maman sont fâchés contre toi ?» demanda Anna, toujours la plus perspicace. « Ils ne sont pas fâchés, mon trésor. On a juste des désaccords d'adultes. »« Maman a dit que tu ne voulais plus nous voir » intervint Diego, les yeux pleins d'inquiétude. « Ce n'est pas vrai, mon amour. Je ne cesserai jamais de vouloir vous voir. Vous êtes la chose la plus importante dans ma vie. Alors pourquoi t'es pas venu dimanche ?» insista Anna. Je respirai profondément. « Mamie va faire un voyage très spécial, expliquai-je. C'est pour ça que je ne suis pas venu dimanche, je préparais tout. »« Un voyage ? On peut venir avec toi ?» demanda Diego, enthousiaste. « Non, pas cette fois, mon chéri. Mais je vous promets une chose, je veillerai toujours sur vous, et un jour, quand vous serez plus grand, vous comprendrez tout. » Je leur donnai 2 petits paquets, un pour chacun. Ce sont des cadeaux très spéciaux. Ne les ouvrez pas maintenant. Gardez-les et ouvrez-les quand vous serez triste ou que je vous manquerai beaucoup. Anna me regarda avec sérieux. « Tu ne vas pas revenir, hein, mamie ?» Les larmes me brûlaient les yeux, mais je restais maîtresse de moi. « Je reviendrai toujours pour vous, mon amour. D'une façon ou d'une autre. Ne l'oubliez jamais. » Je les pris dans mes bras une dernière fois, gravant dans ma mémoire l'odeur de leurs cheveux, la sensation de leurs petits bras autour de mon cou, le son de leur rire. Puis je les ramenai à l'école, juste à temps pour que Miguel vienne les chercher comme d'habitude. En m'éloignant, je vis dans le rétroviseur Miguel arriver à l'école. Nos regards se croisèrent une seconde.
Son visage passa de la surprise à l'alarme. J'appuyai sur l'accélérateur avant qu'il ne puisse m'atteindre. Ce soir-là, j'envoyai un dernier message à Miguel. J'ai vu les enfants aujourd'hui. Ils vont bien. Je leur ai expliqué que je pars en voyage. Ne tente pas de les manipuler avec des mensonges sur moi. Ils sauront la vérité quand ils seront grands. Puis j'éteignis mon téléphone, retirai la carte SIM et la détruisis. Le lendemain matin, Margarita arriva avec sa voiture. Nous chargeâmes les dernières valises et je fermai la porte de mon appartement pour la dernière fois. Dans la boîte aux lettres de l'immeuble, je laissai une enveloppe pour le nouveau propriétaire, avec les clés et quelques instructions. « Prête ?» demanda Margarita en montant dans la voiture. « Prête ?» répondis-je sans me retourner. En partant, je ressentis un mélange de douleur et de liberté. Je laissais derrière moi 35 ans de souvenirs, mais aussi 35 ans de sacrifices à sens unique. Il était temps de recommencer. À mes propres conditions. Carmen Velasco avait officiellement disparu. Le chaos que je laissais derrière moi ne tarda pas à se manifester. Par Margarita, qui surveillait la situation discrètement, j'appris que Miguel avait paniqué en ne pouvant pas me joindre le lendemain de ma disparition. D'abord, il y eut les appels incessants à un téléphone qui n'existait plus. Puis, selon Margarita, il se rendit à mon appartement, pour y trouver un inconnu. « Excusez-moi, qui êtes-vous et que faites-vous dans l'appartement de ma mère ?» exigea Miguel. « Je suis le nouveau propriétaire, » répondit l'homme, surpris. « J'ai acheté cet appartement il y a une semaine. Madame Velasco m'a remis les clés hier. » Miguel resta figé, incapable de comprendre. « C'est impossible, ma mère ne vendrait pas son appartement sans me le dire. » L'homme, un cadre étranger nommé Richard Thompson, lui montra simplement les documents légaux de vente avec ma signature. La prochaine étape de Miguel fut le bureau de Manuel. Mon avocat, fidèle à sa parole et protégé par le secret professionnel, refusa de révéler où je me trouvais. La seule chose que je peux vous dire, monsieur Velasco, c'est que votre mère a pris des décisions parfaitement légales concernant ses biens et sa vie. En tant qu'adulte responsable, elle a tout à fait le droit de le faire sans consulter qui que ce soit. C'est ma mère. J'ai le droit de savoir où elle est, s'écria Miguel, selon ce que m'a raconté Manuel plus tard. Non, monsieur Velasco, vous n'avez aucun droit légal sur une femme adulte et indépendante. Et vu votre comportement actuel, je comprends parfaitement pourquoi elle a décidé de s'éloigner. Pendant ce temps, je m'étais installé temporairement chez ma sœur Lucia, à Mérida. Après des années d'éloignement causées en grande partie par l'ingérence de Miguel, cela avait été un soulagement de renouer avec elle. Cette maison est la tienne aussi longtemps que tu en auras besoin, me dit Lucia en m'aidant à défaire mes bagages. Mais, te connaissant, tu ne resteras pas en place bien longtemps. Elle avait raison. J'avais déjà commencé à explorer mes options pour ma nouvelle vie. Avec l'argent de la vente de l'appartement et mes économies, j'avais largement de quoi m'installer confortablement où je voulais. Et la maison de Val de Bravo, maintenant protégée par le trust, continuait de générer des revenus grâce à des locations occasionnelles à des touristes. Géré discrètement par Ravière. « As-tu eu des nouvelles de Miguel ?» me demanda un après-midi Lucia alors que nous prenions un café dans son jardin. « Seulement ce que m'a raconté Margarita, » répondis-je. « Apparemment, il a engagé un détective privé pour me retrouver. » Lucia fronça les sourcils. « Tu es inquiète ? » Non, pas vraiment. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Aucune trace écrite. J'ai voyagé en liquide et seules 3 personnes au monde savent où je suis. 2 semaines après ma disparition, Margarita m'envoya des captures d'écran des réseaux sociaux de Miguel et Claudia. Ils avaient publié des messages désespérés pour me rechercher, décrivant une mère grand vulnérable, confuse ou désorientée. La manipulation était tellement évidente que c'en était douloureux. Ma mère, Carmen Velasco, a disparu, écrivait Miguel. Si quelqu'un la voit ou a des informations, contactez-moi immédiatement. Nous sommes très inquiets pour sa sécurité. Claudia, elle, avait posté un message larmoyant sur combien les enfants me manquaient et à quel point la famille était brisée par mon absence. Les mêmes personnes qui avaient planifié de m'exclure de leur vie feignaient maintenant une détresse profonde à cause de ma disparition. Ce qui me surprit vraiment, c'est le nombre de commentaires de soutien qu'ils reçurent, amis, connaissances, et même certains de mes propres amis, qui ne connaissaient pas la véritable histoire, exprimaient leur inquiétude et offraient leur aide. Miguel et Claudia construisaient un récit où ils étaient les enfants inquiets, et moi,
la mère mentalement instable qui avait fui sans raison. Tu devrais publier un communiqué, suggéra Lucia après avoir vu les publications. Expliquer que tu vas bien et que tu es parti de ton plein gré. Non, répondis-je fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Si j'annonce que je vais bien, ils s'en serviront pour me localiser et continuer leur manipulation. Et puis, pourquoi leur faciliter les choses? Ils ont clairement montré qu'ils me voulaient hors de leur vie. Maintenant, ils ont ce qu'ils voulaient. Un mois après mon départ, Manuel me contacta avec une nouvelle importante. Miguel a déposé un signalement pour disparition, m'informa-t-il. La police enquête officiellement sur ton cas. C'est un problème pour nous? Demandai-je, inquiète pour la première fois. Pas forcément. En tant qu'adulte saine d'esprit, tu as le droit de partir sans dire où. Mais cela pourrait compliquer les choses s'ils intensifient la recherche. Que me recommandes-tu? Je peux envoyer une lettre recommandée à la police en ton nom, confirmant que tu es en sécurité et que tu es parti volontairement. Ils n'ont pas besoin de connaître ta localisation, juste que tu n'es pas une personne disparue au sens légal. J'acceptai, et Manuel s'occupa de tout discrètement. Quelques jours plus tard, il m'appela de nouveau. La police a clos l'enquête. Ta lettre a suffi pour confirmer que tu n'es pas en danger. Miguel est furieux, évidemment. Que fait-il maintenant? Demandai-je, me détestant un peu de m'inquiéter encore. Il menace de contester légalement tes décisions financières. Il prétend que tu as agi sous le coup d'un stress émotionnel et que tu n'étais pas pleinement consciente. Je laissai échapper un rire amer. Bien sûr. Quand je protège mes intérêts, je suis instable. Quand je leur donnais de l'argent, j'étais parfaitement lucide. Exactement. Ne t'inquiète pas, tous les documents sont en règle, et ton évaluation psychologique avant la signature nous protège contre ce genre d'allégations. Manuel avait insisté pour que je passe une évaluation psychologique complète avant de signer les documents légaux, justement pour éviter ce type de contestation. Cela avait été une précaution intelligente. 2 mois après ma disparition, Margarita m'envoya un email chiffré. Nous avions mis en place un système sécurisé de communication. Son contenu me surprit. Miguel et Claudia ont des problèmes financiers. Apparemment, ils comptaient sur la vente de ton appartement ou de la maison de Val de Bravo pour couvrir certaines dettes importantes. Ils ont mis leur maison en vente et déménagent dans plus petit. Je ressentis un pincement de culpabilité, vite remplacé par une vague d'indignation justifiée. C'était donc ça, la vraie raison de leur intérêt pour mes biens. Pas seulement profiter de la maison familiale, mais régler leurs dettes avec mes propriétés. Lucia, qui était avec moi à ce moment-là, remarqua mon expression. Mauvaise nouvelle? Je lui expliquai, et elle secoua la tête avec dégoût. Ça ne me surprend pas, Miguel a toujours été matérialiste, même enfant. Je me souviens comment il te manipulait pour que tu lui achètes des choses dont il n'avait pas besoin. Quand même, ce sont mes petits-enfants qui vont souffrir si leurs parents ont des problèmes financiers. Carmen, ce n'est pas ta responsabilité de sauver des adultes des conséquences de leur choix. Tu as créé un trust pour tes petits-enfants. Ils seront bien le moment venu. Elle avait raison. Le trust pour Anna et Diego garantissait des ressources pour leur éducation et un bon départ dans la vie adulte, peu importe les décisions de leurs parents. 3 mois après mon départ, je reçus une lettre transmise par Manuel. Elle venait d'Anna, ma petite fille. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. Chère mamie. Tu me manques beaucoup. Papa et maman disent que tu es partie parce que tu étais confuse, mais je ne le crois pas. J'ai ouvert le cadeau que tu m'as donné. Le collier avec la moitié du cœur est très joli. J'ai une moitié et Diego à l'autre. Maman s'est fâchée en le voyant, mais elle ne nous l'a pas pris. Quand vas-tu revenir? Je t'aime beaucoup. Les larmes coulaient sur mes joues en lisant et relisant cette lettre. Ma petite Anna savait qu'il y avait plus dans mon départ que ce que ses parents racontaient. Je lui écrivis une réponse, veillant à ne rien révéler sur ma localisation, et l'envoyai à Manuel pour qu'il la transmette via une adresse neutre. Ma chère Anna. Tu me manques énormément, toi et Diego. Je ne suis pas confuse, j'avais juste besoin de faire un voyage très important. J'ai toujours avec moi vos photos et je pense à vous chaque jour. Le collier est spécial parce qu'il représente le fait que, même séparés, nos cœurs resteront toujours liés. Quand tu seras un peu plus grande, tu comprendras mieux pourquoi j'ai dû partir. En attendant, prends soin de ton frère et souviens-toi que je vous aime plus que tout.
6 mois après ma disparition, Margarita m'annonça que Miguel avait officiellement abandonné les recherches. Sa dernière publication sur le sujet était un message résigné. Après un semestre de recherches incessantes, nous devons accepter que ma mère a choisi de s'éloigner de notre famille, même si nous ne comprenons pas ses raisons. Nous respectons sa décision et espérons qu'elle va bien où qu'elle soit. La fausseté de ces mots était évidente pour moi. Il savait très bien pourquoi j'étais parti. Mais au moins, la façade publique s'était terminée. Ce que Miguel ignorait, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que sa mère n'avait pas disparu pour toujours. Elle se reconstruisait, guérissait et préparait la prochaine phase de sa vie. Une phase qui, tôt ou tard, les remettrait en contact, mais à mes conditions, pas aux siennes. Ma disparition n'était pas une fin, c'était un nouveau départ. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté la vie de Miguel et Claudia. 3 ans de réinvention, de guérison profonde et de construction d'une vie que je n'aurais jamais imaginé avoir à 68 ans. Après 6 mois chez Lucia à Mérida, j'ai décidé qu'il était temps de m'installer définitivement. Je ne voulais plus être une invitée, même si ma sœur insistait sur le fait que je ne la dérangeais pas. J'avais besoin de mon propre espace, de mon propre foyer. « Tu as pensé à un endroit où tu aimerais vivre ?» me demanda Lucia un matin au petit déjeuner. J'ai réfléchi à plusieurs options, répondis-je. Je veux un endroit calme, près de la mer, mais pas trop isolé. Et pourquoi pas Puerto Escondido? Suggéra-t-elle. C'est magnifique, avec une communauté d'expatriés intéressante, et assez loin de Mexico pour que tu n'aies pas à craindre les rencontres inattendues. C'est ainsi qu'au 7e mois de ma disparition, j'achetai une petite maison charmante à 10 minutes à pied de la plage de Carrizalillo. La propriété avait un jardin luxuriant, 2 chambres accueillantes et une terrasse avec vue partielle sur l'océan. Je l'achetai content, avec une partie de l'argent de la vente de mon appartement de Mexico. La transformation n'était pas seulement géographique. Je coupais mes cheveux que j'avais toujours portés longs, laissant briller mon gris argenté naturel au lieu de le cacher sous des teintures. Je changeai toute ma garde-robe pour des vêtements légers et colorés, très différents des tailleurs et habits conservateurs que je portais avant. Je changeai même mon nom légalement, non pas pour me cacher, mais comme symbole de ma renaissance. Carmen Velasco devint Elena Martinez, en hommage à ma grand-mère maternelle. Pendant cette première année, j'établis une routine qui nourrissait mon âme. Balade matinale sur la plage, cours de yoga avec un groupe de femmes de mon âge, et l'après-midi, quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire, peindre. Je découvris que j'avais un certain talent pour l'aquarelle, capturant les couchers de soleil de Oaxaca avec des couleurs vives qui reflétaient mon nouvel état d'esprit. Je me fis aussi de nouveaux amis, Maria, une expatriée argentine de mon âge qui tenait une petite librairie, Roré, un professeur à la retraite qui organisait des visites historiques dans la région, et Camila, une jeune artisane locale qui m'apprit à travailler le barro negro. Des personnes qui me connaissaient comme Elena, sans attente, sans passé commun, sans jugement ni exigence. Pendant que je construisais ma nouvelle vie, je gardais des liens soigneusement choisis avec mon passé. Manuel, mon avocat, continuait de gérer mes affaires légales et me tenait au courant de toute évolution importante. Margarita me rendait visite 2 fois par an, m'apportant des nouvelles et, le plus précieux, des lettres et dessins de mes petits-enfants. Anna et Diego, qui avaient maintenant 11 et 9 ans, continuaient à m'écrire régulièrement. Leurs lettres arrivaient à une boîte postale à Mexico que Manuel avait ouverte, puis il me les faisait suivre. Je ne révélais jamais mon emplacement, même pas à eux, mais dans chaque réponse je leur assurais que j'allais bien, que je les aimais, et qu'un jour ils comprendraient pourquoi j'avais dû partir. Par Margarita et Manuel, j'appris comment évoluait la vie de Miguel et Claudia. La première année après mon départ fut difficile financièrement pour eux. Ils vendirent leur grande maison et déménagèrent dans un appartement. Miguel dut vendre sa voiture de luxe et Claudia réduisit fortement ses dépenses en vêtements et bijoux. Ils avaient accumulé d'importantes dettes en essayant de maintenir un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, comptant sur l'espoir d'obtenir un jour mes biens. Ressens-tu une certaine satisfaction en apprenant cela? Me demanda Margarita lors d'une visite, alors que nous partagions une bouteille de vin sur ma terrasse. Je réfléchis avant de répondre. Ce n'est pas de la satisfaction. C'est plutôt une confirmation. Cela confirme que j'ai pris la bonne décision, que ce que j'ai entendu ce jour-là au téléphone n'était pas une simple conversation sous le coup de la frustration, mais bien le reflet de qui ils sont vraiment. La 2e année de ma nouvelle vie, je commençais à exposer mes peintures dans une petite galerie locale. À ma surprise, plusieurs furent vendues.
ce n'était pas une somme qui changeait ma situation financière, mais cette reconnaissance nourrissait quelque chose en moi qui avait été affamé pendant des décennies, mon identité propre, séparée de mon rôle de mère ou de veuve. Je me mis aussi à voyager. D'abord de courts séjours San Miguel de Allende, Oaxaca, le Chiapas puis des voyages plus ambitieux, Costa Rica, Pérou, et même un mois en Espagne à parcourir les villages d'Andalousie. De chaque voyage, j'envoyais des cartes postales anonymes à mes petits-enfants depuis différentes villes, avec toujours de courts messages significatifs. Les couchers de soleil ici me rappellent vos sourires. Cet océan est aussi vaste que mon amour pour vous. Les couleurs de ces montagnes me font penser à tes dessins, Anna. Lors d'un voyage à Oaxaca, je vécus l'un des moments les plus tendus depuis ma disparition. Je visitais un marché artisanal quand, au loin, j'aperçus Claudia avec les enfants. Mon cœur s'arrêta. Ils étaient en vacances, se promenant entre les stands. Je restais figé, ne sachant que faire. Une part de moi voulait courir vers eux, les serrer dans mes bras et ne plus les lâcher, mais je savais que cela ne ferait que semer le chaos dans leur vie. Je me couvris discrètement d'un large chapeau et me cachai derrière un stand de textile. De là, je pus les observer sans être vu. Anna et Diego avaient tellement grandi que j'eus du mal à les reconnaître. Anna, presque adolescente, avait le même profil délicat que moi à son âge. Diego avait grandi de plusieurs centimètres et portait les cheveux plus longs. Il semblait heureux, pointant avec enthousiasme différentes pièces d'artisanat. Puis, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Anna portait le collier que je lui avais donné avant de partir, la moitié du cœur assortie à celle de Diego. 3 ans plus tard, il les portait encore. Les larmes coulèrent silencieusement sur mes joues pendant que je les observais. Quand ils s'éloignèrent, je restai immobile un long moment, digérant ce mélange de douleur et de joie. La 3e année, Manuel m'annonça une nouvelle importante. Miguel avait déposé une demande officielle pour localiser les biens cachés de Carmen Velasco, affirmant avoir le droit de connaître l'emplacement de mes propriétés en tant qu'unique héritier. Cela ne mène à rien, m'assura Manuel au téléphone. Le trust est blindé légalement et le reste de tes biens est au nom d'Elena Martinez maintenant. Il ne peut rien réclamer. Tu crois qu'il soupçonne que j'ai changé d'identité? Demandai-je, inquiète pour la première fois depuis longtemps. Je ne pense pas. Il cherche juste de l'argent. Ses problèmes financiers ne se sont pas améliorés. Cette information me peina, non pour Miguel et Claudia, mais pour mes petits-enfants, qui subissaient les conséquences de l'irresponsabilité de leurs parents. Après réflexion, je pris une décision. Je demandai à Manuel de modifier le trust de mes petits-enfants pour permettre des distributions limitées pour leur éducation et leurs besoins médicaux tant qu'ils étaient mineurs. Ces fonds seraient gérés par un tiers neutre, Manuel lui-même, pour garantir qu'ils soient utilisés uniquement pour les enfants, et non pour les caprices de leurs parents. « Tu es sûr ?» demanda Manuel. « Miguel et Claudia pourraient voir là une occasion de te retrouver. » « Je suis sûr. Les enfants ne doivent pas souffrir des erreurs de leurs parents ni de ma décision de m'éloigner. » Quand Anna eut 12 ans, je reçus une lettre qui changea tout. « Chère mamie. Maintenant, je suis assez grande pour comprendre que tu n'es pas partie parce que tu étais confuse, comme disent papa et maman. Tu es partie parce qu'ils t'ont blessée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé de vieilles lettres où papa parlait de ta maison à Val de Bravo et de comment il voulait que tu la leur donnes. Diego et moi parlons beaucoup de toi. Nous savons que tu nous aimes parce que tu continues à nous envoyer des lettres et des cadeaux. Nous savons aussi que tu vas bien, car les cartes viennent de tant d'endroits différents. Quand je serai grande, je viendrai te chercher. Tu nous manques beaucoup. On t'aime. » Je pleurai des heures après avoir lu cette lettre. Ma chère Anna avait découvert par elle-même la vérité que ses parents avaient voulu cacher. La tentation de lui révéler où j'étais était immense, mais je savais que ce serait injuste de lui imposer un tel secret. À la place, je lui écrivis une réponse soigneusement mesurée. « Ma chère Anna. Tes mots sont le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir. Oui, tu as raison, je ne suis pas partie parce que j'étais confuse, mais parce que j'avais besoin de me protéger et de trouver la paix. Un jour, quand tu seras adulte, je te raconterai toute l'histoire. En attendant, sache que je ne vous ai jamais cessé de vous aimer, toi et Diego. Vous êtes ce qu'il y a de plus précieux pour moi, et je pense à vous chaque jour. Quand tu auras 18 ans, si tu veux toujours me trouver, il y aura un moyen. Fais-moi confiance et sois patiente. PS, continue à porter ton collier. Je porte le mien tous les jours. » Le grand tournant arriva il y a 6 mois,
quand Miguel eut un grave accident de voiture. Il ne fut pas mortel, Dieu merci, mais il passa 2 semaines en soins intensifs et subit plusieurs opérations. J'appris la nouvelle par Manuel, qui m'appela aussitôt. Il est stable maintenant, m'informa-t-il, mais la convalescence sera longue, et ses finances, elles étaient déjà précaires avant l'accident. Je n'hésitai pas une seconde. Je veux aider, dis-je fermement. Pas pour Miguel ou Claudia, mais pour mes petits-enfants. Tu envisages de te révéler, demanda Manuel, surpris. Pas exactement, mais je crois qu'il est temps de tendre quelques ponts, à ma façon. Par l'intermédiaire de Manuel, je mis en place un fonds pour couvrir les frais médicaux de Miguel et veiller à ce que mes petits-enfants ne manquent de rien pendant la convalescence de leur père. L'argent est arrivé comme un prétendu ancien contrat d'assurance que Roberto aurait souscrit des années plus tôt, avec les enfants comme bénéficiaires. C'était un petit mensonge, mais nécessaire pour que je garde mon anonymat tout en aidant ma famille. La réaction de Miguel, selon ce que m'a raconté Margarita, a été un choc total, suivi d'un mélange de soulagement et de soupçon. « Je ne comprends pas », avait-il dit. « Une assurance de papa après tant d'années, pourquoi personne n'était au courant ?» Claudia, toujours pragmatique quand il s'agissait d'argent, aurait apparemment fait taire ses doutes rapidement. « Peu importe d'où ça vient, Miguel, l'important c'est qu'on puisse payer tes frais médicaux et que les enfants soient bien. » Ce qu'aucun d'eux ne soupçonnait, c'est que cette mystérieuse assurance n'était que la première étape de mon plan pour me réintroduire doucement dans la vie de mes petits-enfants. Il y a 3 mois, Manuel a remis des enveloppes séparées à Anna et Diego, qui avaient maintenant 13 et 11 ans. Chaque enveloppe contenait une lettre de moi et un téléphone portable simple, prépayé, avec un seul numéro enregistré, le mien. Je leur ai expliqué qu'ils pouvaient m'appeler ou m'envoyer des messages quand ils le voulaient, mais que pour l'instant, il valait mieux le garder secret vis-à-vis de leurs parents. « Je ne veux pas vous causer plus de problèmes », ai-je écrit. « Surtout pendant que votre papa se rétablit. Quand ce sera le bon moment, je leur parlerai. En attendant, ça peut être notre petit secret. » Anna m'a appelé cette même nuit. Sa voix tremblait d'émotion. « Mamie, c'est vraiment toi. »« Oui, mon amour », ai-je répondu en luttant contre mes larmes. « C'est moi. »« Où es-tu ? On peut te voir ? » ?»« Bientôt, ma chérie. Je ne peux pas encore te dire exactement où je suis, mais je te promets qu'on se verra bientôt. » Diego m'a aussi appelé le lendemain, me bombardant de questions sur où j'avais été, ce que j'avais fait et si j'avais vu des baleines pendant mes voyages. Il semblait fasciné par les mammifères marins. Nos conversations étaient courtes, mais fréquentes, toujours quand ils étaient seuls dans leur chambre ou pendant les pauses à l'école. Il y a 1 mois, j'ai pris la décision finale. J'ai écrit une lettre à Miguel, la première communication directe depuis mon départ. Manuel l'a remise en main propre. « Miguel », ai-je écrit. Cela fait plus de 3 ans que j'ai entendu par hasard ta conversation avec Claudia et découvert que vous comptiez m'exclure de vos vies et, à terme, vous approprier mes biens. La douleur de cette trahison m'a forcé à prendre des décisions radicales, y compris disparaître sans explication. Pendant ces années, j'ai construit une nouvelle vie, trouvé la paix et un but. Je ne regrette pas d'être parti, mais je regrette l'impact que mon absence a eu sur Anna et Diego. Ce sont des enfants innocents qui ne méritent pas de souffrir à cause des erreurs des adultes autour d'eux. Ton accident m'a fait réfléchir à la fragilité de la vie et à l'importance du pardon, pas forcément pour rétablir des relations irréversiblement abîmées, mais pour libérer le cœur du poids du ressentiment. Je ne suis pas prête à révéler où je vis ni qui je suis aujourd'hui, mais je suis disposée à établir un contact limité pour le bien de tes enfants. Je suis en contact avec eux depuis quelques semaines. Oui, ils peuvent me joindre et leur bien-être émotionnel est ma priorité. Si tu acceptes de respecter mes limites et mes décisions concernant ma vie et mes biens, nous pourrons discuter de la suite. Sinon, je continuerai à garder ma relation avec mes petits-enfants discrète jusqu'à leur majorité. Le choix t'appartient. Manuel te dira comment me répondre si tu le veux. Carmen. La réponse de Miguel est arrivée 1 semaine plus tard. C'était une lettre de 5 pages, remplie d'excuses, d'explications, de justifications et de supplications. Entre les lignes, je pouvais lire sa détresse financière, l'atteinte à son ego causée par ma disparition, et peut-être un vrai remords. Je n'ai jamais complètement compris l'impact de mes paroles ce jour-là, a-t-il écrit. J'étais frustré, pressé par des dettes dont je ne t'avais pas parlé, et j'ai laissé Claudia influencer mon jugement. Ce n'est pas une excuse, je sais, mais la vie sans toi a été un châtiment constant. Les enfants demandent après toi,
surtout aux dates importantes. J'ai dû vivre avec la culpabilité de t'avoir éloigné par mon égoïsme. Je lui ai répondu par une lettre plus courte et plus directe. J'y ai fixé des conditions claires. Il ne devait pas chercher à me localiser, respecter ma vie privée et mes décisions financières, et nous travaillerions ensemble pour le bien des enfants. En échange, j'accepterai un contact plus régulier, y compris des appels vidéo avec mes petits-enfants et une aide financière pour leurs études. Je ne suis pas encore prête à pardonner complètement, ai-je conclu, mais je veux avancer pour Anna et Diego. Miguel a accepté mes conditions sans réserve. Je crois qu'il a enfin compris qu'il n'avait pas d'autre choix s'il voulait que je sois à nouveau présente dans leur vie. Il y a 2 semaines, j'ai eu mon premier appel vidéo avec Anna et Diego en présence de Miguel. C'était à la fois émouvant, gênant et magnifique. Je n'ai pas révélé ma localisation ni montré de détails reconnaissables de ma maison, mais je les ai laissés me voir. Ma nouvelle coupe de cheveux, ma peau bronzée par le soleil de Puerto Escondido, mon sourire sincère en les voyant sur l'écran. « Tu as l'air différente, mamie », a commenté Anna, toujours observatrice. « Je me sens différente, ma chérie », ai-je répondu honnêtement. « Je me sens plus forte, plus heureuse. »« Quand est-ce qu'on peut te rendre visite ?» a demandé Diego avec impatience. « Bientôt », ai-je promis, en jetant un bref regard à Miguel, qui a hoché la tête presque imperceptiblement. « Plus tôt que tu ne le penses. » Et ainsi, après 3 ans de séparation volontaire, je me prépare à un demi-retrouvaille avec ma famille. Pas avec Miguel et Claudia, notre relation ne redeviendra jamais ce qu'elle était, et ce n'est pas souhaitable. Mais avec mes petits-enfants, ces êtres innocents qui méritent de connaître leur vraie grand-mère, pas la version docile et manipulable que leurs parents voulaient que je sois. La semaine prochaine, Anna et Diego viendront à Puerto Escondido pour la première fois. Miguel les amènera jusqu'à Oaxaca City, où Margarita les récupérera pour les amener chez moi pour une visite de 3 jours. C'est un arrangement complexe, conçu pour garder secrète ma localisation exacte, mais c'est un début. J'ai préparé leur chambre avec tout ce qui pourrait leur plaire, livres, jeux, maillots de bain pour la plage. Je leur montrerai mon atelier de peinture, les emmènerai voir le lever du soleil sur l'océan, et leur raconterai des histoires de mes voyages. Je ne dirai pas de mal de leurs parents, mais je ne leur mentirai pas non plus s'ils me demandent pourquoi je suis parti. Je regrette d'avoir disparu de la façon dont je l'ai fait. C'était un acte de protection nécessaire à un moment où ma dignité et mes biens étaient menacés par ceux qui auraient dû me respecter le plus. J'ai pardonné à Miguel et Claudia, pas entièrement. Un vrai pardon demande un vrai remords, et je ne suis pas convaincu qu'ils mesurent vraiment l'ampleur de leur trahison. Ce que j'ai fait, c'est me libérer du poids du ressentiment, qui n'aurait fait qu'empoisonner ma nouvelle vie. Cette histoire n'a pas de fin parfaite où tout le monde se réconcilie et vit heureux pour toujours. La vraie vie ne marche presque jamais comme ça. Ce qu'elle a, c'est un nouveau départ, selon mes conditions, basé sur le respect mutuel et des limites claires. Quand j'ai entendu mon fils prévoir de m'effacer de sa vie ce jour d'automne, je n'aurais jamais imaginé que cette conversation accidentelle me conduirait à reconstruire mon identité depuis zéro, à trouver le courage de mettre ma dignité avant les liens familiaux toxiques, et à apprendre qu'à 65 ans, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Miguel voulait m'effacer. À la place, je me suis réinventé. Et dans ce processus, j'ai trouvé une version de moi-même plus authentique et plus courageuse que jamais. Quand mes petits-enfants arriveront la semaine prochaine et courront dans mes bras sur la plage, je saurai que tout ce chemin, avec sa douleur et son incertitude, en valait la peine. Parce qu'ils n'embrasseront pas une grand-mère diminuée et manipulée, mais une femme complète qui a eu le courage de disparaître pour enfin se retrouver elle-même.